Visite de la première dame du Burundi au Bénin, agenda rempli pour Madame Dayoubaha Ndaïchimie qui profite de son séjour pour s'imprégner du modèle béninois de gestion des cantines scolaires. Coopération Nations Unies-Bénin, des relations au beau fixe et mieux encore, l'organisation onusienne s'engage à soutenir le cap social pris par le gouvernement, le deuxième mandat de Patrice Talon ainsi que la résilience post-Covid. Mercredi, Conseil des ministres au menu, restructuration de la SONACOP, paiement plus rapide des prestataires de l'État, mais aussi des réponses à la flambée des prix de vivrier dans le point de presse. Rendez-vous pendant et après ce 20h. Bonsoir et bienvenue à ce 20h de mercredi qui s'ouvre par le moment national, le Conseil des ministres. Au menu, restructuration de la SONACOP, paiement plus rapide des prestataires de l'État, mais aussi des réponses à la flambée des prix de vivrier dans le point de presse. Rendez-vous pendant donc et après ce 20h, mais en attendant d'avoir le compte-rendu complet présenté par le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole, M. Wilfried Léon Roumbédi, on va revenir, comme les journalistes qui ont suivi le point de presse, sur la question de la réduction du paiement, des délais de paiement, des créances envers les micro, petites et moyennes entreprises. Une vieille requête du secteur privé qui a obtenu aujourd'hui réponse au Conseil des ministres. Les journalistes présents ont voulu insister sur la question de l'opérationnalité réelle de cette mesure. On va suivre M. Wilfried Léon Roumbédi. Vous vous préoccupez, peut-être à raison, en fonction des plaintes que les promoteurs des PME avaient souvent formulées en ce qui concerne l'application rigoureuse du délai de 90 jours que le gouvernement avait lui-même décidé de mettre en œuvre pour leur faciliter la tâche, et plus tard a œuvré pour l'amélioration de ces délais dans la loi qu'il a ramené à 60 jours. Mais malgré les efforts de l'administration, du ministère des Finances et de l'administration en général, des plaintes sont toujours remontées à l'autorité, notamment ici au chef de l'État et au ministre des Finances lui-même, sur le fait que les délais de 60 jours, malgré les efforts de l'administration pour les respecter, n'étaient pas toujours observés et que cela causait quelques ennuis aux PME. Le chef de l'État était très sensible à cette remontée d'informations, a demandé au ministre d'État en charge de l'économie et des finances de voir quelles sont les mesures qui peuvent être prises encore aujourd'hui pour améliorer la pratique qui était déjà en cours. C'est ainsi qu'en observant la situation, en faisant les réajustements qu'il fallait et en passant les instructions qu'il faut, il est apparu que sous trentaine, il est possible de faire en sorte que les prestataires de l'État, notamment les PME, soient effectivement payés, que leurs factures soient traitées et qu'ils rentrent en possession de la contrepartie du service qu'ils auront rendu à l'administration. Et le président de la République ne s'est pas arrêté là. Il a insisté pour s'assurer vraiment qu'il ne s'agirait pas seulement d'une annonce, que les 30 jours seront effectivement observés. Les assurances ont été données et c'est pour ça que la mesure a été adoptée pour être immédiatement mise en œuvre. Par ailleurs, je pourrais vous rassurer parce qu'un pendant de votre question serait quid des factures qui, dans le système de 60 à 90 jours, seraient encore en place en traitement. Là également, les instructions ont été passées pour que ces factures en attente fassent l'objet d'un traitement diligent afin de ne pas déborder le cadre des 30 jours qui viennent ainsi d'être retenus. Et le ministre d'État, chargé de l'économie et des finances, a donné des assurances au Conseil que cette instruction sera scrupuleusement respectée. Et puis cette autre question d'actualité importante qui s'est fait inviter à ce point de presse, elle court. Elle court depuis peu sur nos marchés vivriers et creuse les économies et pouvoir d'achat du consommateur béninois. L'inflation des produits vivriers. Comment réagit le gouvernement qui a pris le cap du social? Écoutons à ce propos à nouveau Wilfried Léon Roumbédi. C'est une question importante qui concerne l'ensemble de nos compatriotes, le pays dans son ensemble. Il faut d'abord faire observer, et vous êtes les témoins de cela, que pendant 5 ans pratiquement, je vais dire sur tout le quinquennat écoulé, les prix des produits que vous évoquez n'ont pas connu de variation majeure.
en général, ils sont restés au niveau où ils étaient en 2016-2017 et n'ont pas connu de flambée. Il se fait cependant que l'année dernière, et cette année également, comme nous pouvons tous l'observer, les pluies se sont raréfiées. La pluviométrie a été en baisse dans la sous-région en général. Et quand on ajoute à cela certains facteurs exogènes, les rendements n'ont pas toujours été au rendez-vous dans la mesure des efforts que nous avons accomplis les années écoulées, qui nous ont valu d'être classés deuxième producteur de vivrier de l'UEMOA tout de même. Aujourd'hui, la réalité est que, avec la situation née de la rareté des pluies, certains pays voisins ont entrepris de constituer des stocks de sécurité et ainsi, en dépit des conseils que le gouvernement, via les services techniques, a pu donner aux producteurs, certains d'entre eux se laissent appâter par le gain qui est proposé par les acheteurs étrangers qui viennent et qui ainsi s'approvisionnent chez nous, constituent sans doute des stocks de sécurité chez eux, mais cela crée une certaine tension sur notre marché et c'est ça qui explique la situation que vous avez observée au niveau des prix sur nos marchés. Là-dessus, le gouvernement n'est pas resté insensible. Le ministre de l'Agriculture et sa collègue de l'Industrie et du Commerce ont tout de suite alerté leurs services techniques qui sont à pied d'œuvre et qui ont commencé à sensibiliser les producteurs, mais au-delà de cette sensibilisation, pour que les produits restent prioritairement sur le marché national, d'autres mesures seront prises pour que les productions repartent à la hausse et que donc suffisamment de stocks soient disponibles pour satisfaire la consommation locale et éventuellement plus tard pour servir les besoins de l'exportation. On revient sur cet autre gage donné par le secrétaire général adjoint du gouvernement porte-parole sur l'effectivité du recrutement de 3000 agents de santé. Promesse de campagne de Patrice Talon réaffirmée et qui va prendre corps. On réécoute Wilfried Léandre Mbedji. Ce n'était pas qu'une promesse, monsieur. Ça a été un engagement du candidat Patrice Talon à l'aune de ce qu'il a pu observer d'expérience au cours de son premier mandat. Et donc, 3000 agents de santé à recruter, ça a été un engagement, lequel engagement sera respecté. Et d'ailleurs, l'un des pans de cet engagement, c'est que le candidat avait dit que dès 2021, il serait recruté 1600, c'est-à-dire plus de la moitié de l'objectif. Et cela a été lancé. Et vous avez effectivement noté qu'il y a quelques jours, les résultats du concours ont été proclamés. Ce qu'il est utile ici de mentionner, c'est que les 1600 admis à ce concours, ce sont nos compatriotes. Ce sont des Béninois. Et ce sont des gens qui, contrairement à avant, n'ont pas eu besoin d'aller rencontrer tel ou tel responsable pour se faire pistonner afin de réussir. Parce que vous savez que nous avons commencé à instaurer la culture de la transparence dans les concours de recrutement de l'État que nous organisons. Et donc, les remontées qui arrivent de ces personnes, en tout cas de certaines parmi elles qui ont l'occasion de se prononcer sur les réseaux sociaux ou auprès de leurs amis, c'est que beaucoup sont satisfaites, ces personnes donc, d'être ainsi reçues à ce concours organisé par l'État sans avoir eu à faire des démarches particulières. Ce qui veut dire que dans notre pays, il est de plus en plus possible de ne compter que sur ses efforts. Il est de plus en plus possible de se faire confiance et de croire en l'État, de croire que l'État il peut être le même pour tout le monde. D'où que l'on soit, quel que soit le nom que l'on porte ou que l'on vive au Bénin, l'État il offre les mêmes chances à ses enfants et c'est pour ça que cela est à saluer. Et maintenant, pour en finir avec la deuxième partie de votre question, est-ce que le reste sera recruté? C'est votre préoccupation, les 1400 autres. Je peux vous dire, parce qu'il s'agit d'un engagement du président Patrice Talon, que les 1400 autres seront effectivement recrutés avant la fin du quinquennat. Et je pourrais même aller jusqu'à vous dire qu'au regard des réflexions qui se font, il n'est pas exclu que nous allions au-delà de cet objectif, c'est-à-dire faire plus de 3000 agents de santé à recruter sur le quinquennat. Voilà, 3000 agents de santé à recruter par le gouvernement au-delà d'une promesse, un engagement. On prend ensemble avec la population acte de cet engagement. Et si on écoutait tout le compte-rendu du Conseil des ministres, puisque au-delà des questions auxquelles le porte-parole a répondu, il y a bien d'autres décisions individuelles, nominatives, mais aussi des décisions normatives, suivant l'intégralité. Sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement,
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 9 juin 2021. À l'issue de la séance, d'importantes décisions ont été prises, au nombre desquelles, au chapitre des mesures normatives, en point 1, l'adoption du décret portant organisation de la profession d'ingénieur et d'ingénieur conseil et instituant l'Ordre national des ingénieurs civils en République du Bénin. Les prestations d'ingénierie concernent toutes les phases d'un projet, depuis les études d'identification, de faisabilité et de conception jusqu'à la réception de l'ouvrage, le contrôle, la supervision et la surveillance des travaux. Les aspects intellectuels, scientifiques et ou techniques qu'elles abordent ont pour but d'accompagner le donneur d'ordre en vue de la sécurisation des ouvrages et de l'optimisation des investissements dans les domaines tels que le bâtiment, les travaux publics, les transports, l'énergie, l'hydraulique, les télécommunications et l'environnement. En vue de mieux encadrer la profession et d'organiser les relations avec les tiers, les ingénieurs conseils ou ingénieurs civils ont décidé de se constituer en ordre professionnel avec l'accompagnement de l'État. Le présent décret réglemente, entre autres, l'accès à la profession ainsi que les rapports entre l'ordre et certains organismes publics ou privés. Le même texte prescrit l'obligation de recourir au service des ingénieurs et ingénieurs conseils pour tout projet de construction sur toute l'étendue du territoire national. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances, attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Numérique et de la Digitalisation, création, attribution et fonctionnement du comité interministériel de mise en œuvre des mesures d'assainissement, d'achèvement et de clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain, dissolution du comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre, CPTNT. Au chapitre des communications, en point 1, nous avons les nouvelles mesures liées à la restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Sur la base du rapport du Comité de coordination et de suivi de la restructuration de la Sonacop SA, le Conseil, après analyse des offres reçues, a fait l'option de céder les stations de la société aux deux sociétés ayant fait les propositions les plus intéressantes. Il s'agit, pour le lot A, constitué de 63 stations, de la société Oryx Bénin, et pour le lot B, constitué de 65 stations du groupement Bénin Énergie. Sont exclus de cette cession, dans les cas de figure concernés, le foncier qui fera plutôt l'objet d'un bail, de même que la station Ornano, située au carrefour dit des Trois Banques à Cotonou. Le désengagement de la Sonacop, de la gestion opérationnelle étant acté, le Conseil a décidé du transfert de l'ensemble de ses biens autres que les stations-service à l'État. En vue de leur affectation efficiente, le Conseil a marqué son accord pour que le port autonome de Cotonou, qui abrite sur ces domaines les dépôts les plus importants de la société, en assure la gestion via une filiale à créer pour les besoins de la cause. Il s'agit des dépôts d'Akpakpa, du port, de Boïcon, de Parakou et de Natitengu. De même, s'agissant de l'hydrant construit sur le domaine de l'aéroport de Cotonou, il sera transféré dans le patrimoine de la Société des aéroports du Bénin. Quant aux autres actifs immobiliers de la Sonacop SA, constitués de constructions diverses et de terrains nus, ils seront vendus aux enchères, à l'exception de ceux que l'État réserve à d'autres affectations. C'est le cas du siège de la société qui pourrait être cédé à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. C'est aussi le cas pour le résiduel des autres actifs immobiliers non cédés qui sera transféré à la Société des patrimoines immobiliers de l'État SOPI. En outre, le Conseil s'est prononcé sur les dettes de la Sonacop SA évaluées à environ 21 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019. Ainsi, il sera procédé prioritairement au paiement des dettes envers les gérants des stations-service et certains fournisseurs. Il en sera de même envers les banques, la Caisse nationale de sécurité sociale et le Trésor public, le tout pour un montant de 2 milliards 639 376 676 francs CFA. Au point 2 sous ce chapitre, l'amélioration du délai de paiement des créances de l'État à l'égard des micro, petites et moyennes entreprises, PME. Le gouvernement, depuis l'année 2016,
a engagé plusieurs réformes concourant à l'amélioration du climat des affaires en vue de soutenir l'entrepreneuriat privé dans notre pays. À cet effet, il avait entrepris de procéder, dans un délai de 90 jours, au paiement des prestations des PME. Par la suite, la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin a fixé un délai de 60 jours maximum pour le paiement de leurs créances sur l'administration publique. Mais sensible aux difficultés que rencontrent ces entreprises dans le cadre du développement de leurs affaires, le Conseil a décidé de faire mieux que ce que prévoit la loi. Ainsi, le délai de paiement des dites créances sera désormais de 30 jours calendaires au plus dès la constatation du service fait. À cet effet, la plateforme mise en place pour faciliter aux promoteurs de PME le suivi des dossiers de leurs créances ne se limitera plus au trésor public. Elle sera réaménagée pour prendre en compte la situation des dossiers dès la livraison du produit ou la fourniture du service et le dépôt des factures. Le ministre d'État, chargé de l'économie et des finances, veillera, en collaboration avec le ministre du numérique et de la digitalisation, à la mise en œuvre de cette mesure. Au point 3, sous ce chapitre, la réalisation des études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale du site du projet Semecity à Semepoji. Ce projet est conçu pour promouvoir le développement d'une économie du savoir et de l'innovation, pourvoyeuse d'emplois et créatrice de richesses, tout en offrant un cadre favorable et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ce sont notamment les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche, les incubateurs d'entreprises innovantes ainsi que les communautés d'étudiants, de chercheurs, de professionnels, d'entrepreneurs et d'investisseurs béninois et ou internationaux. Le domaine destiné à accueillir les dites infrastructures étant maintenant disponible à Semepoji, il urge d'accélérer la réalisation des études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale en vue de permettre le démarrage effectif des constructions. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec le cabinet d'urbanisme Atelier LD, réputé en la matière. Au point 4, sous ce chapitre, la mise en place d'une plateforme de suivi des obligations des véhicules roulants et l'acquisition de vignettes et lecteurs de contrôle associés au profit de l'administration publique. Dans le but de réduire significativement les tracasseries que subissent les usagers de la route, le gouvernement envisage de mettre en place un système d'information en mesure de suivre la validité des pièces administratives et l'état des véhicules en circulation. Il s'agit, entre autres, du contrôle technique, de la taxe sur les véhicules à moteur, de la souscription à une police d'assurance. Plusieurs objectifs sont poursuivis, à savoir assurer le suivi du respect des obligations prescrites par les tests pour la circulation routière, améliorer la sécurité des usagers, procéder aux verbalisations éventuelles et dématérialiser les paiements subséquents. Pour ce faire, le Conseil a autorisé la contractualisation avec une structure spécialisée qui mettra en place la solution appropriée. Au point 5, sous le même chapitre, le compte-rendu de la mission de contrôle de la gestion administrative, financière et comptable de l'hôtel Tata Somba et ses campements pour la période allant du 1er janvier 2019 au 28 août 2020. La mission d'audit de la gestion de cet hôtel, diligentée par l'Inspection générale du ministère en charge du tourisme, a relevé que sur la période, malgré la réalisation d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions de francs CFA, des arriérés salariaux de 8 mois restent impayés. De même, elle a relevé qu'un montant de 759 670 francs CFA n'a pas été justifié au niveau de la réception, ainsi qu'une somme d'1 421 484 francs CFA au niveau de la caisse centrale, sans compter qu'un montant de 3 180 294 francs CFA de primes est indûment perçu par l'ex-directeur général de l'hôtel. Ce dernier a reversé au total 2 millions de francs CFA, représentant une partie du montant à rembourser, ce qui n'est pas le cas chez d'autres personnes mises en cause qui n'ont, à ce jour, effectué aucun reversement. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager les poursuites judiciaires appropriées pour recouvrer les montants restants dus
au profit du trésor public. Au point 6 des communications, le compte rendu du contrôle de la gestion des caisses de la Bibliothèque nationale du Bénin au titre du premier semestre 2020. Le rapport soumis au Conseil des ministres laisse apparaître une défaillance au niveau du service du dépôt légal et de la bibliographie. De fait, en l'absence de règles relatives au reversement des recettes au trésor public, les agents commis à cette tâche accomplissaient cette obligation suivant leur bon vouloir. C'est ainsi qu'entre le 29 septembre 2015 et le 31 décembre 2019, il a été constaté qu'une somme de 5 686 200 francs CFA n'a pas été versée dans les caisses de l'État. Les personnes concernées, conformément à l'engagement qu'elles ont pris, ont remboursé les montants mis à leur charge. Prenant également acte de ce rapport, le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la Fonction publique, en relation avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à leur encontre. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, du 14 au 16 juin 2021, de la 61e conférence scientifique annuelle du colloque ouest-africain des chirurgiens. Et puis, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, M. Nounayon Aristide Djidjoho. À la Cour des comptes, sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation, greffier en chef, M. Akweyon Clément Dassi. Au ministère de la Défense nationale, chef d'état-major de la Garde nationale, colonel Issa Abou. Je vous remercie. Voilà, vous savez tout des importantes décisions prises aujourd'hui au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Je vous l'avais annoncé en titre. La première dame du Burundi est en visite de travail au Bénin, un séjour achalandé, dont cette rencontre avec les ministres impliqués dans le programme des cantines scolaires. Visiblement, Madame Dayuba Ndaïchimier, dont le pays exécute aussi ce programme, veut aller à l'école du modèle béninois. Immersion fructueuse pour la première dame burundaise, nous disent Lenaï Kagbazaou et Évariste Zomarou. Ndayuba Ndaïchimier, première dame de la République du Burundi, vient ici à l'école du Bénin. En ce qui concerne le programme des cantines scolaires, les prouesses réalisées par le Bénin, désormais considérées comme un modèle de réussite, ont fait déplacer l'épouse du chef de l'État burundais, marraine du programme d'alimentation scolaire de son pays. Elle est à la tête d'une forte délégation composée de ministres et d'experts du programme alimentaire mondial. La délégation burundaise, consciente des avancées spectaculaires que le Bénin connaît en matière d'alimentation scolaire, est venue ici au Bénin pour s'inspirer de vos riches expériences en vue de l'exploiter pour la promotion de l'alimentation scolaire au Burundi. Dans une approche pédagogique, les ministres qui veillent à l'effectivité de la mise en œuvre du programme ont éclairé la lanterne de la première dame burundaise et lui ont livré les clés du succès béninois. Nous développons avec le concours et l'expertise du programme alimentaire mondial notre programme d'alimentation scolaire intégré basé sur la production locale. Ce programme offre des bénéfices tels que l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition chez les enfants, la promotion d'une agriculture durable et surtout l'amélioration du maintien des enfants à l'école, ce qui se traduit par de meilleures performances au niveau de ces enfants-là. Le programme des cantines scolaires est l'expression de la dimension sociale de la gouvernance Talon. Sa gestion est exemplaire et sans déperdition de ressources. C'est d'ailleurs la raison qui a amené le chef de l'État, le président Patrice Talon, de prendre l'engagement que d'ici 2 ans, nous allons porter l'accès aux cantines scolaires à 100%. Cette rencontre va permettre à la délégation burundaise de capitaliser l'expérience béninoise pour un programme d'alimentation scolaire réussi. On va parler toujours de coopération internationale, mais cette fois-ci avec ce message du secrétaire général des Nations Unies au chef d'État béninois. C'est un message transmis par les bons offices du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin. L'émissaire onusien réitère le soutien des Nations Unies aux différents programmes de développement en cours, mais également aux actions de résilience, autant sociales que post-Covid.
Nicanor Kovi et Jules Akwekou n'ont pas eu toute la primeur du message reçu par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, mais un aperçu significatif dans ce sujet. Entre les Nations Unies et le Bénin, tout va. Indicateur de cette idylle, ce message de félicitations du secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, adressé au président Patrice Talon. Les relations entre les Nations Unies et le Bénin sont aujourd'hui très bonnes. Vous pouvez souligner le très bonne, parce que je pense que nous sommes en intelligence parfaite avec la partie béninoise en ce qui concerne les questions de développement, et nous travaillons aussi ensemble sur les questions de liberté, les questions de démocratie. Donc, pour être court, les relations sont au beau fixe. Des relations très bonnes et au beau fixe, de l'avis de Salvatore Nignozima, une intelligence entre les deux parties qui justifie le perpétuel engagement de l'organisation new-yorkaise aux côtés du gouvernement béninois. Le président de la République a déjà donné le là en disant que ce deuxième mandat sera un mandat hautement social. Nous sommes donc prêts à travailler sur les nouveaux chantiers et probablement d'anciens qui ne sont pas terminés avec le Bénin. C'est dans le social, c'est dans l'éducation, c'est dans le développement socio-économique. C'est aussi la réponse et le relèvement post-Covid-19. Donc, sur tous ces chantiers-là, nous sommes prêts et nous sommes là pour accompagner le Bénin et les Béninois. Salvatore Niozima, l'ancien prof de français Bujumbura et enseignant de l'Université du Burundi, culmine plus de 28 ans d'expérience acquise au sein des Nations Unies. Depuis le 11 janvier 2021, il a été nommé coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin. Le Bénin se met désormais à la pointe des systèmes d'identification des personnes sur son territoire. Les cartes biométriques y sont d'ailleurs imprimées sur place et non importées. Pour s'en convaincre et nous convaincre, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre de l'économie numérique, est allée voir les nouvelles installations du centre de personnalisation des titres biométriques du Bénin. Face à Marcela Rossi, elle rassure. Je dois dire que j'en suis très satisfaite. J'ai pu voir que les installations des équipements ont été faites conformément à toutes les règles de l'art, avec une capacité de production très satisfaisante, conforme à ce qui avait été prescrit et approuvé par le gouvernement. Donc c'est le lieu ici de dire que la dynamique est en marche. Il y a eu le RAVIP, il y a eu ensuite la promesse par le gouvernement que chaque Béninois aura droit à une identité, et pas n'importe laquelle, une identité numérique. Et aujourd'hui, donc, c'est cette dynamique qui est concrétisée à travers la mise en place de ce centre de personnalisation dans notre pays. Lorsqu'un État se modernise, comme le Bénin est en train de le faire, c'est que les plateformes se créent, les applications se mettent en place, la dématérialisation se poursuit. Et quand on fait tout ça, l'identité numérique constitue une pierre angulaire. Lorsqu'on veut s'assurer de rendre des services efficacement aux populations, avec la sécurité qu'il faut, il faut pouvoir dire avec précision que tel individu est bien cet individu qu'il prétend être. Et c'est tout l'intérêt ou tout l'enjeu d'avoir un tel centre de personnalisation ici au Bénin, c'est que désormais le Bénin a en fait cette souveraineté de pouvoir imprimer ses cartes sur le territoire et de donner à chaque Béninois, chaque Béninoise, conformément à la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, une identité numérique, pour que derrière tous les services numériques qui sont produits par l'État, par le secteur privé, y compris le secteur bancaire, et bien que les Béninoises et les Béninois puissent y avoir accès en toute sécurité. Bonne nouvelle donc pour la reconnaissance et la traçabilité des citoyens. L'identification biométrique est en revanche une mauvaise nouvelle pour l'anonymat sous lequel opèrent les arnaqueurs et autres cybercriminels. Bientôt, les abonnés GSM se feront identifier, authentifier par des pièces biométriques. C'est le nouveau projet de l'Agence nationale d'identification des personnes, Cyril Goubedji, qui en est le gestionnaire mandataire, s'en est confié à Marcela Rossi. Pour permettre aux opérateurs GSM d'accomplir convenablement leur obligation d'authentification de leurs abonnés, le gouvernement joue sa partition en activant le service public de distribution des preuves de l'identité du citoyen. Donc tout ce que vous voyez se passer à la NIP, l'engouement, l'attroupement, tout ce que vous
voyez, à ce niveau, c'est la réponse à un besoin réel de la population. Et pour permettre donc aux opérateurs GSM de dire oui, mais le gouvernement a pris ses responsabilités, nous allons seulement exiger aux gens de présenter leurs pièces. Sous peu, la population sera informée que pour s'abonner, acheter une carte SIM, il faut présenter une pièce d'identification portant le numéro personnel d'identification de la personne. Ça peut être un certificat d'identification personnelle, CIP, que l'ANIP délivre. Et ça peut être également dans les prochains temps à venir, le certificat NPI-FID que la Banque mondiale voulait aider le Bénin à mettre à la disposition des gens gratuitement pour qu'ils puissent avoir la preuve de leur numéro personnel d'identification. Nous avons donc fait le tour du projet. Il y a eu des avancées remarquables. Les opérateurs en sont contents. Nous-mêmes, nous en sommes contents. On change de sujet. On parle de ces filles activistes engagées contre les violences féminines qui font leur plaidoyer devant Véronique Toyin-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Elles ont reçu, ces filles militantes, elles ont reçu un écho favorable à ce qui apparaît comme une cause commune. Florence Bossa et Marcella Rossi ainsi que Edmond Blondoumet nous rapportent ici leur engagement réciproque. Nous voulons l'inclusion des femmes et organisations de la société civile féminine. Depuis environ un an, ces filles, sorties des 12 départements du Bénin, se mobilisent pour développer leur vision, celle de mettre fin à toute forme de violence basée sur le genre. Aujourd'hui, à la rencontre de leur aînée, ministre des Affaires sociales, elles prononcent leur plaidoyer. Nous représentons ici les filles du Bénin pour porter haut et fort la voix des filles. Nous avons commencé la marche continue vers le Forum Génération Égalité qui a pour objectif d'apporter auprès des leaders notre vision de la femme que nous voulons être d'ici 2030-2063. Maintien des filles à l'école, lutte contre les violences sexistes et le harcèlement, ces filles abordent une dizaine de thématiques qui ne rejoignent que les objectifs de ce ministère. Toutes les thématiques que vous avez évoquées, en tout cas pour la plupart, sont en parfaite concordance avec nos attributions. Comme vous le savez, ici, chaque jour, nous luttons contre les grossesses précoces, que ce soit en milieu scolaire ou non, contre les mariages forcés précoces, contre les mutilations génitales chez les petites filles, toutes les causes relatives aux violences basées sur le genre. Nous sommes convaincus que l'éducation, la protection sanitaire, avec le petit volet protection sur le plan santé sexuelle et reproductive, c'est un levier pour le développement de notre pays. Si on arrive à protéger toutes nos filles contre tous ces fléaux, si on arrive à leur permettre d'accéder à une éducation de qualité, nous sommes sûrs que demain sera radieux. Les nouvelles collaboratrices de Madame la ministre sont rassurées en partant d'ici de la réussite de leur combat. Penchons-nous à présent sur un projet de prévention de malnutrition et de sécurité alimentaire à Zakpota, un projet qui cible les couches vulnérables en vue d'améliorer plutôt leur état nutritionnel. Plusieurs groupements de femmes bénéficiaires de 10 communes ont reçu des équipements nécessaires à leur prise en charge durable. Témoin, Estelle Pazou, Ernest Tétégou. Cette maman peut sereinement allaiter son bébé, sûre de ce qu'il ne souffrira plus de la malnutrition. Ici à Zakpota, le phénomène a atteint des records inquiétants. Et désormais, elle fait partie des femmes bénéficiaires du projet de prévention de la malnutrition et de la sécurité alimentaire. Le but de ce projet de lutte contre la malnutrition est d'améliorer l'état nutritionnel des groupes vulnérables. À terme, 300 ménages rigoureusement choisis et répartis dans 10 villages de la commune de Zakpota seront impactés positivement afin d'avoir un statut nutritionnel conforme aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Le projet met en effet à disposition des groupements de femmes de 10 villages de la commune de Zakpota un important lot d'équipements pour les sortir de la précarité nutritionnelle. Il s'agit entre autres des semences vivrières, donc des semences de maïs certifiées, des semences maraîchères, notamment les semences de tomates et de qualité, les engrais NPK l'urée et les plants de manguier, les plants de moringa. Et c'est prévu également dans le cadre des activités de ce projet de mettre à la disposition de ces femmes
et des kits d'élevage constitués de poules et de coqs, tous vaccinés, ainsi que de provender pour leur permettre de faire la transition. C'est parti pour 2 ans d'assistance du projet. Tout au long, les femmes vont également bénéficier d'ateliers de renforcement de capacité. Un changement considérable de leur quotidien qu'elles apprécient et mesurent à sa juste valeur. Pour rappel, le projet de prévention de la malnutrition et de la sécurité alimentaire est conjointement mené par le gouvernement béninois et le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Il s'inscrit dans la décennie d'action de l'Organisation mondiale de la santé. Action socio-économique à Zakouta, geste humanitaire à Abomey-Calavi. C'est avec l'agence de développement belge, ENABEL, qui met à disposition des formations sanitaires des départements de l'Atlantique et du Koufo d'importants équipements de santé. Un geste humanitaire qui vient appuyer le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive, mais aussi à l'information sanitaire au Bénin. Témoin à Abomey-Calavi de ce geste humanitaire, Maxi Agla, Patrick Nimavo. C'est à travers le projet Passeris, entendez le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire que le Royaume de Belgique, à travers ce don d'équipements médicaux et informatiques, vient contribuer de façon générale à la réduction de la mortalité maternelle et infantile et à l'amélioration de la productivité du capital humain. D'un coût global de 1 288 000 euros, soit presque 850 millions de francs CFA, il est constitué d'équipements médico-techniques, de matériel roulant et informatique au profit de plus de 150 formations sanitaires publiques et privées. Ils sont destinés à appuyer le secteur dans 4 grands domaines. Premièrement, l'offre des services de santé sexuelle et reproductive. Deuxièmement, le dépistage et la prise en charge des maladies non transmissibles liées à la santé sexuelle et reproductive. 3. La digitalisation des données sanitaires. 4. Un projet pilote de système d'information hospitalier et de dossier électronique du patient. Le matériel que nous venons de réceptionner va certainement vous soulager un temps soit peu dans la prise en charge des patientes. Il faudra les entretenir conformément aux recommandations, non seulement pour ne pas les dégrader, mais aussi pour ne pas les transformer en vecteurs d'infection nosocomiale. La représentante du ministre de la Santé a aussi exprimé au nom du chef de l'État, Patrice Talon, la reconnaissance du peuple béninois au Royaume de Belgique. Les acteurs en charge de la gestion quotidienne de la frontière Niger-Bénin savent désormais utiliser les spatio-cartes. Ils les ont reçus de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers à travers une formation reçue à Gaïa, activité inscrite dans le cadre de la 8e édition de la Semaine des frontières béninoises. Plusieurs modules ont meublé cette formation, tout l'enjeu avec Marshall Betoro et Judica Laena. Identification d'un point par méthode GPS et navigation sur le fleuve au GPS sont les grands points abordés. Autant la carte vous permet de vous orienter, autant le GPS vous permet aussi de s'orienter. Mais la différence de la carte, c'est que le GPS nécessite une source d'énergie. Donc ce qui veut dire que si vous êtes en opération et que votre énergie, c'est-à-dire la pile, est morte, vous ne pouvez plus travailler avec le secteur géo. Donc c'est pour ça que nous avons couplé la cartographie au GPS. Ce qui schématise cette activité, c'est de réaliser les spatio-cartes. Les spatio-cartes renseignées qui ont été réalisées et qui sont en train d'être soumis à l'appréciation des acteurs frontaliers. Ça leur permettra donc de se familiariser avec cet outil cartographique qui leur permettent donc de connaître la limite de notre frontière et de savoir comment maîtriser les menaces nouvelles. Les participants à cette formation, composée d'agents de l'administration, des représentants d'élus locaux et des hommes en uniforme, sont désormais bien outillés pour mieux gérer l'espace frontalier afin d'éviter d'éventuels conflits entre les deux pays. Ça peut me permettre dorénavant de mieux gérer les questions de frontières sans m'inquiéter. Moi, ça me permet aujourd'hui de savoir quelles sont nos limites et pouvoir discuter avec nos interlocuteurs des autres pays.
L'activité a été financée par le projet GIZ avec la participation de l'ABJF et le secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières, installé après l'arrêté du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de justice portant gestion intégrée de l'espace frontalier Bénin-Niger. Sans leur flot, la vie serait tout simplement impossible sur Terre. Il s'agit des océans qui étaient au cœur des attentions le 8 juin, journée mondiale des océans. Et vous l'avez compris à travers nos différents reportages que ces écosystèmes sont en danger à cause de la forte pollution due aux activités anthropiques de l'homme, pour tout dire. Dans l'extrait qui va suivre, un océanographe nous rappelle les différents types de pollution subis par les océans et trace quelques approches de solutions. Christian Adjé a été interrogé par Jean-Claude James. Quand on parle de l'océan, c'est une vaste étendue d'eau salée qui entoure le monde entier. Vous avez compris l'importance de l'océan, qui est notre vie. Mais malheureusement, nous, les humains, nous détruisons, nous polluons le milieu. Les déchets que nous générons au niveau de nos ménages se retrouvent en mer. Les sachets que nous abandonnons partout se retrouvent en mer. Parce que quand il pleut, vous avez le ruissellement qui transporte ces déchets-là et le tout aboutit en mer. D'accord ? Les égouts, les déchets que nous produisons au niveau des ménages, les égouts finissent au niveau de l'océan. Et ça pollue le milieu. Dès que ça pollue le milieu, le poisson que vous consommez est pollué. Vous comprenez? Et dès que le poisson est pollué, vous le mangez, ça veut dire que vous-même vous êtes pollué. Ça veut dire que ça va générer des maladies pour vous. Donc à partir de ce moment, vous voyez qu'on doit quand même sensibiliser les gens pour qu'on arrête un peu cette pollution. On diminue un peu cette pollution pour que notre vie ne soit pas en danger. Nous avons déjà une loi qui interdit les déchets, mais malheureusement, cette loi n'est pas bien appliquée. Cette loi dit dans un premier temps que c'est les sachets biodégradables qu'on doit utiliser. Malheureusement, ces sachets qui sont sur le marché aujourd'hui ne sont pas dégradables, d'accord? Résistent dans l'atmosphère. Vous savez que un sachet qui se retrouve dans l'atmosphère peut faire 400 ans. Donc j'aurais souhaité, en tant qu'océanographe, qu'on révise cette loi et qu'on interdise totalement l'importation de sachets. Ça s'est fait dans plein de pays. Il faut donc corser la loi. Vie politique, vie des institutions. On va parler à présent de Paul Rompé, chef de file de l'opposition, qui poursuit sa tournée de prise de contact avec les présidents des institutions du Bénin. Hier, mardi, c'était autour du président de l'Assemblée nationale de le recevoir. Ils ont échangé sur d'éventuelles formes de collaboration entre la représentation nationale et l'opposition, surtout sur la question de la représentativité de l'opposition. Paul Rompé, on l'écoute à sa sortie d'audience. La plupart des récriminations de l'opposition par rapport aux lois, avant d'être liées à l'application de ces lois-là. Et donc de notre position, il est de bon ton que nous soyons en contact avec l'institution à travers le président, pour que nous puissions ensemble trouver une formule qui nous permette de régler l'éternel problème de l'absence de l'opposition au Parlement. Le contact est pris, la passerelle est là, il reste à l'exploiter. Nous avons besoin énormément de l'Assemblée, non seulement par rapport aux différentes lois, des lois soutenues par des intentions de réforme qui ont été à l'origine, si je peux emprunter le mot à la géométrie, à une certaine translation. Ça a conduit à des pertes de repères par plusieurs chapelles politiques. Le chef de file de l'opposition est allé voir également le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour aborder la question de la représentation, de la présence de l'opposition dans les médias de service public. Il n'était pas seul. Le président de la HAC a également reçu M. Noël Alagbada qui est allé explorer avec M. Prosper Moretti les possibilités de collaboration avec l'Association des anciens retraités de la presse écrite. On les écoute. Le problème de l'opposition, c'est son accès aux médias publics. Ils ont pris des dispositions pour véritablement suivre les temps d'antenne. Il est disposé à chaque fois à nous écouter. Et nous aussi, nous disons que notre rôle, c'est d'alerter, d'attirer l'attention des institutions à temps, de sorte à éviter à notre pays des crises. C'est dans la paix que nous pouvons développer notre pays.
Bon, l'objet de ce déplacement, c'est d'abord pour nous présenter et dire aussi ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire. Nous sommes venus dire au président que nous sommes disponibles à contribuer à toute réflexion qui sera menée sur le problème de la presse. On va boucler les échanges entre les responsables d'institutions du Bénin avec cette rencontre entre le médiateur de la République, le tout nouveau Paul Essou, qui a rencontré le président de l'Assemblée nationale, M. Louis Vlavono. Les deux personnalités ont discuté de la vie des institutions. On l'écoute, le médiateur. Il y a quelques jours seulement, nous avons prêté serment à la tête du médiateur de la République. Tous les présidents des institutions étaient avec nous pour nous accompagner. Nous avons jugé utile de leur rendre visite pour les remercier et discuter de la vie de nos institutions. Eh bien, merci. C'est ce que nous vous disons aussi pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques de ce journal. Bonsoir chez vous.